Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça à ces gens. Parce que j'ai vu mon père le faire. Il est tout simplement le mal incarné. On l'abattra. Il faut qu'on le tue. Je vivais dans l'appartement au bout. C'était sympa ici. C'était en 74. Ils m'ont arrêté là, dans mon appartement. J'ai passé une sale journée ce jour-là. J'ai merdé. J'ai commencé à vendre de la coke. Je vois. Pire que ça, j'ai commencé à en consommer moi-même. C'était vraiment le truc à ne pas faire. Ils ont frappé à ma porte. Et je les ai fait entrer. Un flic m'a plaqué au sol. Et un autre a pointé un fusil juste là. Il m'a dit, vas-y, essaie de bouger. Dis-moi juste un mot de travers. Si tu le fais, j'explose ta putain de cervelle. Je me suis dit, ce mec est sérieux. Alors j'ai pensé à la chanson The Air That I Breathe. Je me la suis refaite dans ma tête. Ça m'a permis de me calmer. Je pensais que s'ils étaient venus m'arrêter chez moi, c'était simplement parce que je trafiquais de l'herbe sur la côte Est. Et là, le procureur m'a dit, je t'avais dit de pas te foutre de moi. Ils m'ont embarqué dans leur voiture et m'ont emmené au poste d'Ocean City. Tout ce que je portais, c'était un short en jeans. Et là, un flic me dit, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Ed Rice. Je me dis quoi? Deux semaines avant qu'ils viennent m'arrêter, le procureur m'avait convoqué pour me proposer un marché. Il voulait que je leur donne tous mes contacts, ceux que j'avais en Californie et en Arizona. C'était là-bas que je me fournissais en herbe. J'ai répondu, je ferai aucun marché avec qui que ce soit. Va chier! J'étais le petit bonhomme de pain d'épices. Attrape-moi si tu peux. Et alors ça l'a énervé comme pas possible. Je vais t'enterrer. Il a dit qu'il m'enterrerait, qu'il trouverait une charge contre moi et que je sortirais jamais de prison. J'ai dit, eh ben, bon courage. Et je suis parti. Il nous a emmenés au baraquement E. C'est là qu'ils ont pris les photos où on était alignés. Je portais un jean que j'avais découpé. Et rien d'autre. Pas de t-shirt, pas de chaussures. Ils avaient aligné d'autres gars avec moi. On aurait dit des flics. Je les trouvais bizarres, leur façon de s'habiller, leur coupe de cheveux. Je me suis dit... D'accord, je vois ce qu'ils essaient de faire. Je m'appelle Davis Roark. J'étais procureur général dans le comté de Wicomico, dans le Maryland. Ed Rice gérait une sellerie, il vendait des selles, des bottes, des vêtements de cow-boy. Mais nous pensions qu'il avait une activité secondaire, en l'occurrence la distribution de drogue. Le type qui s'est fait tuer, il y avait une caravane à côté de chez lui. D'accord. On était obligé de se contorsionner pour entrer là-dedans. Il y avait de l'herbe partout, à tel point que ça touchait le plafond. Le 28 juin 1974, un homme du nom de Paul Trivette s'est entré dans la sellerie d'Ed Rice pour faire des achats. Il a acheté une paire de bottes, et alors qu'il regardait les t-shirts, un individu est entré dans la sellerie. Un homme qui portait un masque d'Halloween. Un masque qui tenait grâce à une paire de collants. Paul a entendu cet individu demander à la victime s'il avait quelque chose pour lui. Monsieur Rice a répondu quelque chose comme « Je n'ai rien pour toi, fiston ».
Paul Trivets a ensuite entendu des coups de feu. Il a alors vu le tireur s'approcher d'Ed Rice et lui tirer quelques balles de plus dans le dos. Puis le tireur s'est approché de Paul Trivets, il a levé son arme et lui a dit « Emmène-moi loin d'ici ». Paul Trivets a donc conduit l'individu vers Salisbury. Dans la voiture, ce dernier a enlevé son masque, ce qui a permis à Paul Trivets de voir très précisément les traits de cet individu. Le tireur lui a dit « Je vais descendre ici, gare-toi ». Paul Trivets s'est immédiatement rendu au poste de police. Il a dit qu'il avait vu un homme se faire tirer dessus et qu'il était mort. On lui a présenté une photo de plusieurs suspects. Et Paul Trivets n'a pas hésité. Il a tout de suite reconnu l'homme au masque. Il l'a pointé du doigt. Et la personne qu'il pointait du doigt était Jack Truitt. Jack a été mis en examen pour homicide volontaire, mais également pour vol à main armée et pour l'enlèvement de Paul Trivets. Je ne sais pas qui a tué Ed Rice. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne l'a pas tué. Moi, je n'ai pas tué Ed Rice. Je voulais aller au tribunal pour me défendre. Parce que ceux qui m'accusaient n'avaient absolument aucune preuve directe que c'était moi qui avais fait ça. Tout ce qu'ils avaient, c'était 3 personnes qui pensaient que j'étais coupable. Rien d'autre. Et puis, je me disais que j'avais rien à perdre. Le truc, c'est qu'avant que le procès ait lieu, les médecins de la prison n'ont pas arrêté de me donner des médocs. Ils m'ont mis sous Paris 400, sous Quaalude et sous Sinequan. Quand je suis allé au tribunal, j'étais comme ça. Le juge posait une question et je répondais « Quoi ?» Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Rien. C'était pas un bon procès. J'ai été condamné à la prison en perpétuité, plus 28 ans. Pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Je n'allais jamais sortir. Je suis resté en cellule avec Haddon pendant 40 jours. Et honnêtement, j'avais aucune envie de l'écouter parler des heures. Je serrais jusqu'à l'étouffer. Il a fallu que je reste dans la même cellule. J'essayais de ne pas écouter ce qu'il disait. Je lui ai dit, écoute mec, si tu as besoin de me dire quelque chose, dessine ou bien écris. Et c'est là qu'il a commencé à gribouiller dans son carnet. Il était possédé. Les dessins de Haddon me foutaient un peu les jetons. C'était flippant. Il avait un certain talent, mais tout ce qu'il dessinait transpirait la folie furieuse. Dans ses dessins, il laissait des indices sur les personnes qu'il avait tuées. Haddon Clark nous avait prouvé qu'il n'était pas qu'un assassin qui avait saisi une opportunité. Il entrait plutôt dans la catégorie des tueurs en série. Haddon m'a dit que quand il était dans la marine, il avait tué des gens tout en sachant très bien qu'il ne serait jamais attrapé. Parce qu'il était sur un bateau et qu'il ne s'arrêtait dans ces villes que pour un moment. What countries did you travel to in the Navy? All over Asia. Australia, France, Italy, or west of Spain. Anybody that was off, took the train back up to Monaco to see the progress.
Je me souviens d'une histoire qu'il m'a racontée du temps où il était marin. Il disait qu'il connaissait un type qui avait jeté un corps par-dessus bord. Mais je sais qu'il parlait de lui-même. C'est lui qui a jeté un corps par-dessus bord. L'inspecteur Ternay n'a jamais lâché Haddon Clark après ça. Il a toujours voulu continuer à l'interroger. Après la découverte du corps de Michel, on allait le voir toutes les semaines. On voulait qu'il nous donne des détails sur les autres corps qu'il avait cachés. Plusieurs juridictions étaient concernées par cette enquête. Donc le FBI a été appelé en renfort pour aider à la coordination. Ce qu'on voulait, c'était lui soutirer un maximum d'informations. Je m'appelle Lou Luciano, ancien agent spécial du FBI. Parle-moi. Revenons en arrière. T'as évoqué quelque chose. Le tout premier meurtre dont tu te souviens. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide à te souvenir. C'était très difficile de discuter avec lui. La plupart de mes victimes, toutes mes victimes, je les dupais. Souvent, je leur posais des questions. J'ai dû lui poser des questions en descendant au Washington Crossing. Est-ce que tu fais du karaté? Je demandais ça parce que je posais beaucoup de questions à Penny. Je savais tout sur Penny. Ce qu'il disait était très désordonné. Il divaguait. Le type avait un chien. Moi, j'avais un lapin 2 fois plus gros. Le lapin chassait le chien dans le dortoir. Quand j'ai rencontré Haddon, j'ai cru qu'il jouait la comédie. Un gros lapin brun, j'en avais un blanc aussi, un alcoolique, il s'appelait Buzz. On essayait de recentrer Haddon, mais c'était extrêmement difficile. Et aussi extrêmement épuisant. Hello? Who is that talking to you? Hello? I'm here. Where were we in the conversation? Quand ils vous servent un cône de glace, ils tiennent le cône comme ça, et ils le donnent comme ça. S'il déviait sur autre chose, il était très difficile de le ramener sur le sujet initial. Il y avait tellement de glace sur ce cône qu'on pouvait pas le tenir. Il partait dans tous les sens. Il était impossible d'en tirer quoi que ce soit. C'est un très bon manipulateur. Il essayait de nous faire aller dans la direction que lui voulait. Ma photo te plaît? C'est moi. C'est moi. D'accord? C'est Kristen. Il s'est vite avéré qu'Haddon avait plusieurs personnalités. Quel nom tu signerais ici? Kristen. L'un des noms qu'il aimait le plus se donner, c'était Kristen E. Bluefin. C'est mon vrai nom. Kristen est une méchante. Au fur et à mesure, on a compris qu'une de ses personnalités était plus forte que les autres. Sa personnalité la plus prolifique, c'était cette femme. Elle a commencé à prendre de plus en plus le relais. Sa personnalité changeait. Haddon n'existe pas. Pardon? Kristen existe. Dieu dit que je suis Kristen. Kristen disait que c'était elle qui avait tué Laura, pas Haddon. Est-ce que c'est toi qui les as tués? C'est Kristen. Kristen était celle qui tuait les gens. On peut dire que je joue avec vous. Je suis en train de jouer avec vous. Kristen était probablement une barrière pour lui, un bouclier. Je sais pas. Kristen est comme ça, c'est tout. Il se balançait. Et il ne leur disait rien. Alors j'ai dû lui parler. J'ai dit que je comprenais qu'il n'ait jamais rien voulu dire à personne à propos de ses actes. Mais que c'était lui qui était venu à moi. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, donne-moi quelque chose. Et il a répondu, je vais te donner l'emplacement du sceau. J'ai rangé les trésors que j'ai pris à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, que j'ai tués. Haddon a fait référence à ce fameux sceau pendant ses conversations avec Jack, quand ils étaient en cellule.
Après ça, il m'a dessiné une carte de là où il l'avait enterré. C'était dans le Massachusetts, dans le jardin de son grand-père. C'était là-bas qu'il passait ses étés. Il jouait avec ses frères dans le jardin de son grand-père. I saw an interrogation where you said you didn't love anybody, but you loved your grandfather. Is that true? I love my grandfather, yeah. Il disait qu'il avait mis une brouette dans le jardin, qu'il servait à marquer l'emplacement du seau. Alors on a appelé la police de Wellfleet et on a eu Artie Parker. Nous sommes sur Pamet Point Road. Au bout de cette route, vous trouverez la maison qui appartenait autrefois à Silas Clark, le grand-père d'Aden Clark. Je m'appelle Arthur Parker. À l'époque, j'étais sergent à la police de Wellfleet, dans la région de Cape Cod. À l'avant de la propriété, on trouvait un petit massif de fleurs en terrasse, un jardin magnifique. La maison était très éloignée des voisins. Vous pouviez y faire à peu près n'importe quoi, personne ne viendrait vous déranger. Quand nous sommes arrivés sur les lieux désignés, nous avons trouvé une brouette. Nous l'avons déplacée et une collègue de l'unité canine a sondé le sol avec une barre métallique. Elle enfonçait cette barre à plusieurs endroits dans la terre, là où était la brouette. Alors qu'elle sondait le sol, on a entendu un son très distinct. Je me souviens de ce qu'a dit le lieutenant Ed Tarnay à ce moment-là. Enfoncez ça en plein milieu. On a entendu un bruit sourd. Il y avait un objet solide. Tous les agents sur place ont eu des frissons en entendant ce bruit. On a déterré le seau. Et je me souviens, comme si c'était hier, du moment où j'ai ramené ce seau au poste de police. On a déployé une bâche bleue et on a vidé le contenu du seau dessus. Un tas de bijoux en est tombé. Il y avait une tonne de bijoux. Quand on a vu ce tas de bijoux, on a tous pensé à la même chose. Qu'il n'y avait pas eu que quelques victimes. On a pensé qu'il y en avait minimum une centaine. En y réfléchissant, on pouvait déjà faire quelques déductions à partir de ce seau. Pour le vider, nous l'avions retourné. Ça voulait dire que les bijoux qui se retrouvaient sur le dessus étaient dans le fond du seau. Nous avons examiné les 3 bijoux au sommet de la pile, donc les plus anciens, et il s'est avéré qu'ils appartenaient à Laura Outling. Mais combien d'autres victimes y avait-il eu? Quand ils ont trouvé le seau, ils m'ont demandé s'il avait dit autre chose. Oh que oui. Il m'a dit qu'il y en avait plein d'autres. Meet people at the Red Cross. A lot of women want to date me, say couple of I was taken to another part of the I come in the back way. They would get lost. They would know where I was. You would take a date to the woods at night? So how would you even see anything? I can see in the dark. You'd hang out, what, have a fire? What would you do? No fire, because wherever the fire was smoke, I don't quite know where I am. Stand around, talk. I haven't texted in a priority. Were you a smooth talker with women? No. Au cours de l'enquête sur la disparition de Laura Outling, nous avions fouillé la camionnette d'Aden Clark. Et on y avait retrouvé la carte détaillée d'un cimetière. On pensait que c'était peut-être là que le corps de Laura était enterré. Mais impossible de retrouver l'emplacement. On a donc faxé une copie de cette carte à plusieurs juridictions dans la zone de la Nouvelle-Angleterre. Et quand on a reçu cette carte par fax, on a tout de suite su où était ce cimetière. Il s'agissait du cimetière qui se trouvait juste en face du commissariat de Wellfleet. Je m'appelle Richard Rosenthal. J'étais le chef de la police de Wellfleet.
va sur Cemetery Road, la route qui mène au cimetière d'Oakdale et Pleasant Hill. C'est dans ce cimetière, au bout de la route, que se trouve la concession funéraire de la famille Clark. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué que quelqu'un avait creusé ici, sur une zone d'environ 1 mètre sur 50 cm. Et de ce que je constatais, c'était tout récent. Je me rappelle l'endroit où le sol avait été creusé. C'était juste ici, sur la concession des Clark. Ces tombes sont celles du père, de la grand-mère et du grand-père de Haddon. Ça a attiré notre attention. On a donc fait venir l'escouade canine. Le chien a reniflé les lieux. Et il a repéré un corps dans la zone creusée. Il aurait pu s'agir du corps de la grand-mère, du grand-père ou du père Clark. Mais à leur mort, tous les trois avaient été incinérés. Puisqu'aucun corps n'était enterré ici, il n'y avait aucune raison pour que le chien aboie. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Nous avons prévenu les agents de Montgomery, qui sont venus aussi vite que possible. Quand on a reçu l'appel, j'ai sauté dans une voiture avec Faline et on a foncé là-bas. On a creusé l'emplacement, d'abord avec des pelles, puis avec une machine, mais on n'a rien trouvé. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de corps. Pourtant, le chien de l'escouade canine avait aboyé sur cet emplacement. Mais on ne savait pas pourquoi. Notre théorie, et nous en étions quasiment sûrs, c'était que si cette zone avait été creusée, ce n'était pas pour enterrer, mais bien pour déterrer quelque chose. La question était de savoir de quoi il s'agissait. Tu peux nous expliquer pourquoi un de nos chiens, entraîné pour trouver des corps, a aboyé au-dessus du trou que tu as creusé au cimetière de Wellfleet? Pourquoi le chien a aboyé? Oui, qu'est-ce qui était dans ce trou? Et ça vous démange de le savoir? Quelque chose qui pourrait nous intéresser? Je pense, oui. Quel genre de choses pourrait nous intéresser? Des petites filles. Des filles. Tu as enterré une petite fille là-bas? J'ai enterré une fille là-bas. Quand ça? Il y a 6 ou 7 ans, peut-être. Haddon m'a dit qu'il avait tué une petite fille derrière une pierre tombale, qu'il avait emporté le corps, qu'il l'avait emmené près de la tombe de son père et qu'il l'avait enterré. Ça s'est passé en 85 ou 86. Il m'a dit aussi que par la suite, il savait qu'on le surveillait à cause de l'affaire Laura Outling. Alors il nous a faussé compagnie et il est retourné au cimetière. Je sais bien que la police me court après dans tout le comté de Montgomery. Si ça continue, ils enquêteront sur Cape Cod. Et s'ils arrivent à me coincer pour un meurtre, ils me coinceront pour un autre. Il m'a dit qu'il avait déterré le corps de la concession. C'est pour ça que la terre avait été retournée et c'est pour ça que le chien avait aboyé. Tu as tué une fille dans le cimetière et tu l'as enterrée? Où ça? J'ai emmené le corps. Je pouvais pas le laisser au cimetière, il fallait que je le déterre. Je suis allé à la maison de mon grand-père. Il a dit qu'il l'avait caché derrière la propriété de son grand-père, c'est-à-dire dans une zone côtière protégée. Une zone absolument immense. J'aime me souvenir de l'endroit où j'enterre un corps. Ça me permet de retourner le voir quand j'en ai envie. Tu as demandé son nom à cette fille? Non. Je posais des questions aux petites filles.
Mais je ne demandais jamais leur nom. Même à Michel, je savais déjà qui elle était. Il n'avait pas son nom. Il disait juste que c'était une petite fille. Une petite fille, c'est tout. Tu te souviens d'autre chose sur ces filles? Ça pourrait nous aider. J'essaye. C'est pénible, vous savez. C'est dur d'expliquer ma colère. Je sais pas pourquoi j'ai des pensées pareilles. Ça nous arrive à tous. On a tous des problèmes comme ça. Non? Vous n'avez pas les problèmes que j'ai. On s'entendait plutôt bien. Enfin, s'entendre, c'est un bien grand mot. Mais il fallait gagner sa confiance pour qu'il parle. Alors j'essayais d'être gentil avec lui. Même si c'était dur. Il est devenu très bavard. Il a fallu que je fasse fi de toutes les horreurs qu'il avait faites. Je me souviens qu'avant d'être renvoyé de la marine, j'avais souvent de grosses pertes de mémoire. Je faisais des choses, mais j'en étais pas conscient. Je dis pas ça pour me trouver des excuses pour tout ce que j'ai fait. On est de plus en plus proches, non? Je sens qu'on est devenus proches. Pas moi. Je me dis que c'est peut-être parce qu'un certain lien s'est développé entre nous qu'il a eu envie de me parler de tout ça. On a commencé à retracer le parcours de Aden. Les lieux où il avait vécu, qu'il avait fréquenté, où il avait travaillé. Peut-être qu'aux alentours, on avait déclaré des disparitions d'enfants ou de femmes. Il me montrait des photos de petites filles qui avaient disparu. Je leur ai dit, tu peux pas faire ça. L'une d'elles était Sarah Pryor, disparue à Wayland, dans le Massachusetts. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai tuée, bien sûr. Comment tu l'as tuée? Ma main sur sa poitrine et... j'avais son sang partout. All children in the world, red, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children in the world. Je m'appelle Sandra O'Brien. J'étais enquêtrice à Wayland. J'ai travaillé sur l'affaire Sarah Pryor. Sarah Pryor était une fillette de 9 ans. Le 9 octobre, Sarah est rentrée de l'école. Une fois chez elle, elle a voulu aller se promener. Elle a quitté la maison vers 16h, 16h15. C'était une journée chaude et agréable, particulièrement pour un mois d'octobre. Je pensais qu'elle rentrerait aux alentours de 17h. Quand j'ai vu qu'elle n'était pas là à 17h, je me suis inquiété. Au bout de plusieurs heures d'attente, ses parents ont décidé d'appeler la police. Ils avaient beaucoup d'espoir au début, pensant qu'elle s'était juste perdue. La famille n'habitait le quartier que depuis 6 semaines. Pour nous épauler dans nos recherches, nous avons fait appel à la police d'État et au FBI. Un très gros dispositif avait été mis en place pour la retrouver. Des hélicoptères avaient été déployés, ainsi que plus d'1 millier d'agents et de volontaires. Quand les médias ont été mis au courant, ils ont immédiatement relayé l'affaire. Ils étaient là en nombre. La ville de Wayland, dans le Massachusetts, a vite été inondée d'avis de recherche. L'acharnement avec lequel la police recherche Sarah dépasse le simple professionnalisme. Mais on ne l'a pas retrouvée. C'était comme si elle s'était tout simplement volatilisée. On n'a trouvé aucun indice. Et quand une enfant portée disparue n'est pas retrouvée dans les premières 48 heures, c'est probablement que quelque chose de grave lui est arrivé. Et un jour,
Des années plus tard, une personne qui promenait son chien a trouvé quelque chose derrière un muret de Wayland. Un crâne humain. Il n'y avait rien d'autre. Juste un morceau de crâne. Ce promeneur a tout de suite pensé à l'affaire Sarah Pryor. Il a donc appelé la police de Wayland. Nous confirmons avoir formellement identifié une partie des restes de Sarah Pryor. Dans nos cœurs, cela fait un moment que nous pensons que Sarah est au paradis. Et aujourd'hui, sa famille et ses amis prendront soin de chérir le souvenir de notre Sarah. Voilà comment ont pris fin les recherches et qu'ont débuté celles du suspect. Essaie de te souvenir. C'est bien du côté de Wayland, dans le Massachusetts, que tu as fait ça. Oui, c'est ça. On a découvert que son père vivait dans une ville près de Wayland quand Sarah Pryor a été portée disparue. Le week-end où la disparition de Sarah Pryor a été signalée, Haddon Clark s'est rendu dans la région pour rendre visite à son père et à sa nouvelle épouse. Sauf que la nouvelle épouse de son père ne voulait pas le voir. Quand il est arrivé chez eux, il n'y avait personne, ça a dû l'énerver. Il était probablement furieux que son père soit parti et qu'il ne lui ait pas dit où il allait. On commençait à connaître la façon dont il fonctionnait. Il réagissait toujours de manière disproportionnée quand il était en colère. C'est le genre de choses qui déclenche la fureur de Clark. C'est ce qu'il pousse à faire les choses qu'il fait. Il cherche une cible sur laquelle se venger. C'est aussi à cause de ça que Michel a été tué. Ton père t'a rejeté alors que tu étais venu le voir, donc tu t'es déchaîné. Comme tu l'as fait avec Michel. Et alors? J'aime tuer. Je suis comme ça, je suis un tueur. Décris-moi ce que tu as fait. J'ai coupé sa tête. Tu lui as coupé la tête? Haddon a dit qu'il avait décapité une petite fille lors d'une journée d'été indien. Tu sais ce que c'est l'été indien? Je suis pas sûr. C'est quand on est au mois d'octobre ou quelque chose comme ça et qu'il fait très chaud. Haddon a dit qu'il l'avait kidnappé au coin d'une rue, à Wayland. Je lui ai demandé mon chemin. Je l'ai prise dans mon pick-up. Il a précisé qu'il lui avait tranché la gorge. Et que son couteau était si aiguisé que sa tête en a été coupée. Il m'a dit qu'il avait transporté le corps décapité dans un sac. La tête était dans le sac? Le crâne était dans le sac? Non. Il a laissé sa tête derrière un muret en pierre. Comme pour la tête d'oreiller. Comme quelle tête d'oreiller? Celle de mon crime sur Laura Outling. Je l'ai fait tomber par erreur. Mais en effet, le crâne était là, derrière ce muret en pierre qu'il avait décrit. On savait que Haddon était dans la région à l'époque où Sarah Pryor a disparu. Alors, on était assez confiants quant au fait d'être sur la bonne piste. Il va nous falloir plus de détails sur cette petite fille. Montrez-moi des photos. On lui a montré des filles en photo. Je sais plus si elle était blonde. J'ai sûrement tué la blonde.
Et il a formellement identifié Sarah Pryor comme étant la petite fille qu'il avait tuée et qu'il avait enterrée dans le cimetière de Cape Cod. J'ai fait des trucs dingues à l'époque. Il l'a ensuite déplacée pour l'enterrer derrière chez son grand-père. Fishing, fishing in the brook. Daddy catch you on the hook. Mommy fry you in the pan. Kristen eat you. Raw. I don't eat people. Have you ever done that? No, never eat anyone. Au fil des interrogatoires, on a vu qu'il passait de plus en plus de temps à nous parler avec la personnalité de Kristen E. Bluefin. Souvent, je cache des choses, mais je ne me souviens plus où. Kristen dit que c'est l'heure de jouer à cache-cache. Kristen adore cacher des choses. J'ai caché de belles choses, mais je ne les retrouve plus. Mais on était à un point où parler à Haddon, c'était comme parler à un mur. Il divaguait beaucoup et ne donnait que des fragments d'informations. Quand on s'adressait à lui en tant que Kristen, il s'animait un peu, mais on sentait que les choses n'avanceraient pas comme ça. Un jour, je lui ai demandé s'il avait une photo d'elle, pour voir à quoi elle ressemblait. Et il m'a montré un dessin qu'il avait fait. C'était une femme blonde aux yeux bleus. Puis il m'a regardé et m'a dit « Ça, c'est moi, c'est Kristen ». J'ai regardé le dessin et je me suis dit « Bon sang, elle me dit quelque chose ». J'avais l'impression de la connaître. Elle ressemblait à une nouvelle agente spéciale. Elle s'appelait Desiree Smith. C'était en janvier ou février de l'année 2000. J'ai reçu un appel de Lou Luciano. Il m'a demandé si je voulais bien discuter avec Haddon Clark, car il pensait que ça l'aiderait dans son enquête. Je suis l'ancienne agente spéciale Desiree Smith. J'ai participé à l'enquête sur Haddon Clark dès ma première année au FBI. Je pense que j'ai toujours été un peu différente des autres. Je suis quelqu'un de très tenace et j'ai aussi très confiance en moi, alors... Même si je savais que c'était un tueur en série et qu'il me trancherait la gorge s'il le pouvait, je m'en suis sentie capable. J'ai voulu entrer au FBI après avoir vu le film Le silence des agneaux. J'étais une très grande fan de Jodie Foster. Alors je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de faire ce qu'elle faisait. On lui a dit d'attendre dehors. Ce jour-là, Haddon portait une perruque. J'avais sur moi le dessin qu'il m'avait montré de Kristen E. Bluefin. Je lui ai montré et lui ai dit « J'ai une surprise pour toi aujourd'hui ». Il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Lou m'avait dit qu'il essaierait de m'intimider, qu'il essaierait de jouer avec moi. Alors j'étais nerveuse, mais je savais que je ne devais pas lui montrer. Je suis entrée et il m'a fixée avec une sorte de sourire. Un sourire effrayant, mais un sourire. Quand il l'a vu, Haddon a réagi, vivement. L'expression de son visage, son langage corporel, il était subjugué, à deux doigts d'exulter. Il avait l'air d'être le plus comblé des hommes. On sentait qu'il rayonnait de bonheur. Il a des petits yeux de fouine. Quand il m'a vu pour la première fois, il m'a fixé avec un regard fou à la Charles Manson. Mais je ne devais pas paraître effrayée ou choquée. J'ai fait comme si ça ne me faisait rien. Et j'ai juste continué à parler. Il a fixé Désiré des yeux et lui a dit « C'est toi, Kristen ». On savait qu'on tenait le bon bout. Pour la première fois, il rencontrait l'un de ses fantasmes en chair et en os. Tu es une jolie fille. J'aime les jolies filles. Elle a discuté avec lui. Elle a passé, je dirais, une demi-heure avec lui, peut-être plus. Tu disais que tu voulais discuter avec moi? Non, je veux être comme toi. Je veux être toi. Je suis là. Je veux être toi. C'est la première fois que tu la vois. C'est vrai. Elle est là pour toi. C'est vrai.
Pour te parler. Elle est là pour moi. Parle-moi. De quoi tu veux me parler? On m'a dit que je ne devais pas te faire peur. J'aimerais porter tes vêtements parce que, en les portant, j'aurais envie de te tuer. J'aimerais te faire dire que ce sont mes vêtements et après je te tuerai. Je veux être toi. Espèce de cinglé. Vous croyez tous que je suis Addon, mais en fait, je suis Kristen. Cet interrogatoire, c'était une éclaircie dans un ciel voilé. Je pense qu'Addon m'a fait confiance. En tout cas au début. Après avoir été, disons, accepté par lui, on est devenus amis et on a parlé comme si on était entre copines. Elle a eu un effet détonnant sur lui. Il a commencé à dire qu'il pouvait nous aider. Il nous a dressé une liste de lieux et de personnes qu'il avait tuées. Pour certains de ces crimes, il était même capable de conduire les enquêteurs à l'endroit exact où ça s'était produit. Ils se sont mis à chercher les cadavres de gens qu'ils disaient avoir tués dans plein d'états différents. Et comme depuis le début, Addon avait décidé qu'il ne parlerait qu'avec moi, j'ai dû y aller. J'étais assis sur la banquette arrière de la voiture. Clark était au milieu et Désiré de l'autre côté. C'est là que c'est arrivé. Clark est devenu fou. Il a commencé à gémir et à crier. J'ai senti des frissons dans ma nuque. Il s'est mis à hurler comme un forcené. Il n'arrêtait plus.